Pour l'épisode 10 de la saison 3 du Life Mastery Podcast, on termine la saison en force avec un épisode sur un sujet qui touche tous les entrepreneurs, la vente. Éventuellement, on va se rendre compte que Guillaume, une chance que c'est une bonne personne, parce que sinon, je pense que ça ferait un pas pire crosseur. Il y a aussi un bout où est-ce que de manière vulnérable, je vous partage pourquoi je suis un moins bon vendeur qu'avant, mais pourquoi c'est excellent pour ma business. On va se parler de quelque chose qui est assez tabou et c'est la mentalité avec laquelle le don est une excellente source de cash. Et finalement, on va vous donner les étapes les plus faciles pour réussir à vendre à tout coup, que vous soyez intermédiaire ou avancé, voire même débutant dans votre business. Sur ce, on vous souhaite un bon dernier épisode de la saison 3. Merci d'être avec nous et bon podcast. Guillaume, toi puis moi, on a un point commun. On vend. Hey Manu, Ouais. on va parler de vente. Yeah. Fait que là, on va se parler de... C'est obligatoire d'être bon en vente comme entrepreneur? On peut-tu déléguer ça? Mm-hmm. On peut-tu apprendre à aimer ça? On peut-tu devenir un bon vendeur ou on est un bon vendeur? C'est une belle question à yeah. laquelle on va répondre. Maybe not. On va... Peut-être que non. Comme on dit souvent, nous autres, on vous promet fuck all. C'est gratuit. Exactement, Non, c'est ça. On va bien gérer vos attentes. Aujourd'hui, c'est peut-être même pas un podcast. Non, mais on va parler de vente pour vrai, puis on va parler aussi peut-être de trouver son style de vente, parce qu'on a toutes les deux des très grandes performances en vente, mais on vend de façon complètement différente. Puis on va pouvoir faire bénéficier les gens de notre expérience sur aussi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, parce que ça aussi, évidemment, en cours de route, c'est important d'apprendre des erreurs. Et voilà. Fait que là, on commence par où? La première des choses que j'aimerais qu'on adresse, c'est tout simplement comment définir c'est quoi un bon vendeur. C'est quoi qui fait un bon vendeur? Un bon vendeur, c'est quoi? Guillaume, dis-moi-les, c'est quoi un bon vendeur? Moi, je pense, au point où j'en suis dans ma carrière, que c'est une personne qui s'intéresse tellement à l'autre personne, qui lui pose tellement des bonnes questions, que ça fait en sorte qu'elle veut acheter par elle-même et qu'elle se convainc elle-même qu'elle a besoin du service ou du produit. Donne-moi un exemple concret. Par exemple, si tu voulais me vendre un homard. Tu veux que je te vende un crayon, c'est ça? Non, vends-moi un homard. Un homard? Un homard dans Ok. un IGA à Saint-Hippolyte. OK. C'est ça le contexte. Probablement que je t'en ferais juste goûter un petit morceau, mais Ah. à cause du contexte d'épicerie. Ça commencerait probablement avec ça, mais parce qu'en fait, il y a une petite madame au IGA proche de chez nous qui, elle me vend tout ce qu'elle me fait goûter à chaque fois. Puis là, elle, de la façon qu'elle le fait, c'est ça, là, tu sais, ce petit fromage-là, là, comme la petite confiture, c'est celle-là, puis le petit fromage, c'est celui-là, puis le petit craquelin, c'est celui-là ici. Puis en passant, là, en ce moment, on a une promo. Puis là, avec une petite coupe de vin rouge, là, ça, c'est excellent le vendredi soir. Puis là, elle me vend toutes ses affaires. Mais bref, je reviens à comment je vendrais. Honnêtement, je sais même pas si je voudrais te vendre. Moi, ça part par là. J'adore ça. Tu sais, je commence par me dire, premièrement, aimes-tu le homard? Puis si la réponse c'est non, la vente est terminée. Et voilà. Ou la réponse C'est c'est ça que tu peut-être... voulais m'amener? Non, mais c'est... Oui, c'était Ah, vraiment un bon tabarouette. épisode. J'ai adoré avoir ton point de vue. Mais c'est vrai, le pire, c'est que la première erreur de tout mauvais vendeur, c'est d'essayer de vendre à quelqu'un qui s'en connaisse. Ouais, exact. Fait que, tu sais, aimes-tu le homard? Ben, j'en ai déjà mangé un peu. OK, parfait. Dans quel contexte t'en as mangé? As-tu déjà C'était mangé après- le mien, tu sais? C'était apprêté comment? C'était quoi la sauce qu'il y avait avec? Dans quel contexte? Avec qui? Whatever. Puis là, tu peux comprendre pourquoi tu voudrais peut-être acheter un homard. Puis là, je peux te conseiller de dire, hey, tu sais quoi? T'as déjà essayé avec une petite béchamel? Essaye ça. Celui-là, là, avec une petite sauce à l'ail. Ouh! Puis prends-toi un petit gewürztraminer avec. Ou une eau pétillante, Oh! dans ton cas. Ça te fait rire que tu boives Oui. pas. Non, mais en fait, c'est que je respecte beaucoup que tu boives pas, mais ça me fait rire que là, tu trouves ça un petit peu plus difficile de pas boire. Bah. Donc, c'est ça. Ce sera un peu comme ça. J'essaierai de poser plusieurs questions qui feraient en sorte que tu aurais vraiment envie d'acheter le homard parce que je t'ai présenté comment l'apprêter, avec quelle petite sauce, puis dans quel contexte, et etc. J'appelle ça la stratégie du Père Noël, moi. OK. Si tu te sens pas comme le Père Noël pendant que tu vends quelque chose, t'es pas en train de le vendre à la bonne personne. Parce que normalement, ce que tu présentes, c'est censé filer comme un cadeau. Ouais. Hey, si t'as soif, je te vends de l'eau. Je me sens-tu comme le Père Noël? Je te donne enfin ce que tu as besoin. Ouais. Si tu veux une maison neuve, je bâtis ta maison. Je me sens comme le Père Noël quand je te livre ta maison. Tu as les larmes aux yeux. Merci tellement d'avoir bâti ma maison. Fait que si tu donnes pas à une personne quelque chose qu'elle a fondamentalement besoin ou qu'elle veut vraiment de toutes ses tripes, ben finalement, t'es pas en train de faire la vente, t'es en train d'essayer de faire la manipulation, persuasion, conviction, peu importe, mais tu sais, tu
tu te prives en plus probablement de certains prospects faciles à aller chercher qui voulaient ta solution de toute façon. Fait que pour toi, de filer comme le Père Noël, c'est ça principalement, être un bon vendeur? Puis C'est un prérequis. OK. Si tu te rends compte que tu files... Tu sais, c'est le même principe que la vente, c'est partout. Là. La vente, que ce soit de la cruise, que ce soit de la vente financière, que ce soit de vendre à tes enfants l'idée de vider le lave-vaisselle, à chaque fois que tu as l'impression que tu es en train de convaincre, à chaque fois que c'est dur, à chaque fois que ça accroche, pourquoi s'entêter? Parce que techniquement, puis ça part peut-être même d'un problème plus grave, est-ce que ta business est basée sur un besoin réel? Ouais. Tu sais, hey, moi, là, Guillaume, là, j'ai parti une entreprise, tu ne créeras pas à ça. C'est des selles de vélo personnalisables. Fait que tu peux, dans le fond, asseoir ton cul sur un design de ton choix que finalement tu caches avec ton cul. Puis genre, moi, une fois, quelqu'un, ben c'est parce que ma petite fille avait mis un sticker sur ma selle. Puis là, le voisin dit « Oh, c'est donc bien cute. » Et là, je suis comme « Ben, ça doit être une idée de business. » Fait que là, non, mais c'est vrai, on dirait qu'il y a du monde qui pige dans un plat à idée, leur idée de business. Puis ça part pas d'un besoin réel. Fait que c'est sûr qu'après ça, bonne chance pour vendre ton concept. Faut que je te dise « Hey, un instant. » Donne-moi de ton attention qui est difficile à aller chercher, m'a t'expliquer quelque chose que tu ne comprends pas pour répondre à un besoin que tu n'as pas, puis ensuite m'a te demandé ton argent durement gagné pour me le donner, pour ensuite aller obtenir enfin ce produit ou ce service dont finalement tu te calisses. Je suis d'accord. Donc ça fait pas filer comme le Père Noël. C'est un peu ce que les gens pensent quand on utilise le mot vendre ou vendeur, ou évidemment, c'est... Closer, tu sais. Closer, exact. Puis... toi, est-ce que tu es plus du style à adapter ton approche de vente avec la personne que tu as devant toi ou plus ou moins? Merci, Guillaume, pour la question. En fait, avant, bien, évidemment, ça va être adapté parce que la vente, c'est une question de compréhension. Ouais. Fait que ça se peut très bien qu'un appel avec une personne, ce soit d'y poser plein de questions clés en lien avec une problématique qui m'exprime, puis l'autre personne, ça peut être en lien avec le rêve qui me partage. Fait que oui, ça va être adapté. Tu riais-tu de ma question parce qu'elle était trop obvious, trop... Parce que honnêtement, j'accompagne des équipes en ce moment, puis je sais que tu le fais aussi des fois. Puis c'est assez fascinant des fois à quel point les gens, on dirait que le plus vite possible, c'est d'expliquer le produit, le service et les bénéfices. Puis poser une série de questions avant parce qu'il faut s'intéresser à l'autre personne. Hein? Puis le plus vite possible arriver à tous les beaux bénéfices de notre produit et de notre service, puis pas tant s'adapter. Alors que si tu parles vraiment à la personne, souvent, il y a une grosse raison pour laquelle elle va acheter. Ben, c'est un peu mon approche aussi. Là, puis c'est vraiment de comprendre c'est quoi. En fait, est-ce que le pain point principal de la personne correspond à la raison même de pourquoi ma solution existe? Si la réponse c'est oui, quelqu'un qui veut devenir un meilleur entrepreneur qui vient vers moi, puis on va dire qu'il est à un stade où est-ce qu'il est en belle croissance, il y a une petite équipe, tout ça, ça va bien, mais éparpillé, overwhelmed, de la misère à prioriser. Bon, c'est simple. Tu es à un stade où tu as besoin de plus de clarté parce que tu es éparpillé, right? Puis la personne elle va dire « Ah oui, tu sais, c'est vrai, puis je ressens ça tous les jours, puis on dirait j'ai essayé des affaires, puis ça ne change pas. » Parfait. J'aide au day-to-day des entrepreneurs avec leur clarté et leur alignement. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire de tant que ça, de plus que ça? Je vais t'aider. Tu sais, puis souvent, le monde, quand les gens posent des questions techniques sur le produit ou sur le service, c'est pour se trouver en quelque sorte soit des raisons de plus de dire oui ou soit même des raisons de backer off. Ils veulent aller sécuriser leur choix. Et moi, je réponds souvent au monde OK, si jamais je te disais que ma méthode pour augmenter tes revenus, c'est la méthode Chow Fung Tong. Est-ce qu'on s'entend que tu ne comprends même pas ce que ça veut dire? Mais c'est ma méthode. Mais là, je ne peux pas te l'expliquer là, c'est ce que j'enseigne. Fait que techniquement, on veut des réponses, mais ces réponses-là servent juste à nous rassurer qu'on veut avoir la certitude que si on investit, on a des résultats. Fait que là, quand quelqu'un me demande des détails techniques, au lieu de partir dans l'explication technique, je pars dans les raisons logiques et inébranlables de pourquoi tu peux avoir une certitude qu'en faisant affaire avec moi, tu vas avoir des résultats. Puis là, on va se baser sur témoignage client, feuille de route, expérience, notoriété, preuve sociale. Bref, il y a tellement de manières de pouvoir justifier que la personne va obtenir un résultat. Parce que, tu sais, si je te dis hey, je vais t'aider à courir plus vite, Guillaume, je suis un coach sportif, je vais t'aider à courir plus vite. Tu es comme, ah ouais, mais comment tu vas m'aider à courir plus vite? Ben, tu vas venir chez nous, puis je vais t'aider à courir plus vite. Ah, mais c'est quoi ta méthode? Ça serait quoi que je t'explique ma méthode? Je te garantis que tu vas courir plus vite.
Ah, ben, ça va-tu être dur? Ben oui, ça va être dur. OK. Puis, tu sais, il y a plein d'éléments qui vont faire que les gens vont prendre une décision. La vitesse à laquelle on va obtenir des résultats va être un gros élément clé. Parce que si je te dis, OK, puis ça, c'est intéressant hein, parce que j'ai déjà réussi justement à faire ben, plusieurs fois, c'est arrivé, là, mais quelqu'un me demande pourquoi toi, exemple, 4 sessions, ça coûte tant de milliers de dollars, puis telle autre personne, pour le même nombre de milliers de dollars, j'ai genre 3 mois d'accompagnement avec. Je dis, ben, si tu veux que ça prenne 3 mois à avoir tes résultats, va avec l'autre. Si tu veux que ça prenne 4 sessions, viens avec moi. C'est intéressant, tu sais. Ouais. Tu viens de remplacer le frame de temps égale valeur. Alors que dans la vie, on paye tout le temps pour de la vitesse. Puis, tu sais, moi, je dis souvent, plus tu donnes de détails, plus que la personne est de moins en moins équipée pour comprendre ce que tu lui expliques. Parce que, mettons, on va reprendre ton exemple de course, puis je donnerai mon exemple de minivan après, que j'aime bien partager autour de la vente. Mettons que tu me dis, ben, on va commencer par évaluer ta course. Puis après ça, on va s'assurer que tu aies les bons souliers par rapport à ta course. Puis après ça, ben, on va graduellement te faire courir, puis on va vraiment évaluer à chaque fois ton niveau de douleur, puis comment tu te sens, puis on va graduellement augmenter ta course. Puis ce qui fait que dans 3 mois, tu vas courir ton marathon, mettons, whatever. Et là, moi, je ne comprends pas à ce moment-là l'ampleur de l'évaluation de ma démarche. Je comprends pas l'ampleur du choix de souliers. Je comprends pas. C'est toutes des choses que pendant que tu vas m'accompagner, tu vas changer ma perception de chacun des éléments. Ça fait partie de la valeur de ce que tu vas m'offrir comme service ou comme accompagnement. Et c'est ça que moi je dis tout le temps, c'est que plus tu vas loin dans les détails, plus que la personne, ça va juste lui amener des questionnements supplémentaires, des doutes supplémentaires, parce qu'elle n'est pas équipée pour comprendre ce que tu lui expliques. Exactement. C'est pour ça que quand je parle de croissance économique avec certaines personnes qui décident de faire affaire avec moi, je leur dis pas dès le départ, à semaine 2, on va challenger tes croyances par rapport à l'argent pour aller voir si jamais tu as une association inconsciente qui est faite en ce moment entre ta valeur personnelle et la valeur maximale que tu es capable d'aller chercher pour un produit ou service qui pourtant n'est pas toi. Si je dis ça au téléphone, déjà, la personne est partie dans sa tête en train de réfléchir à l'historique de sa vie puis de ses choix. Puis OK, pourquoi, dans le fond, tu sais, je viens de la perdre. Exactement comme tu dis. Puis je donne souvent mon exemple de minivan. Moi, je suis allé m'acheter une minivan il y a maintenant 6 ans. Puis, en bon père de famille, clairement, on s'entend, je rentrais à reculons. Je n'allais pas chercher une minivan pour moi. Pourquoi, tu sais, je voulais avoir une minivan? Mes enfants, je voulais que ce soit confortable, sécuritaire, être un bon père, mettre un bon petit film pendant qu'on fait nos voyages l'été. C'est à peu près ça. Ça se résume à peu près à ça. Parle-moi pas du moteur puis des 1001 fonctionnalités. Parle-moi-en pas. Je veux pas le savoir. Puis moi, c'est sûr que je suis un acheteur très conscient de par le fait que je vends beaucoup. Mais à un moment donné, j'ai dit au gars, même lui, il voulait amener ma blonde. Il voulait absolument avoir ma blonde sur place parce que, tu sais, des fois, le conjoint est un obstacle. Mais des fois, le conjoint n'est pas un obstacle. Ou ça va être un obstacle à ta vente. Fait que moi, je disais, honnêtement, là, c'est un Honda, c'est fiable, c'est correct, j'en ai eu par le passé. Mes enfants vont être bien, il y a la télé, c'est fiable, tu me dis ça, le prix est bon, parfait. Là, lui, il me montrait des features, tu sais, puis il arrêtait pas de me le vendre. Puis là, il voulait donc que ma blonde soit là. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, pour vrai, si tu veux perdre ta vente, fais venir ma blonde. Je te jure que tu vas perdre ta vente, ma blonde, elle n'achètera pas de minivan, tu comprends? Fait que mon point, c'est que à vouloir trop expliquer le produit, les bénéfices, puis aller trop en profondeur, dans le fond, ce gars-là, tout ce qu'il avait à faire, c'est de dire tes enfants vont être en sécurité, ils vont être bien, vous allez faire des maudits beaux voyages l'été parce que tout le monde va être bien. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus tu es convaincu, plus tu n'as pas besoin de convaincre. C'est si je te dis, mettons, on était au début, là, puis il fallait qu'on détermine va-t-on être partenaire d'affaires ou pas. Ouais. Si je t'avais dit, hey, puis en passant, Guillaume, n'oublie pas, hein, si t'es partenaire d'affaires avec moi, ça va être vraiment bon pour ta réputation parce que nanana. Puis oublie pas, si t'es partenaire d'affaires avec moi, tu vas bénéficier de mon réseau de contacts. Puis là, t'aurais été comme, hein, pourquoi tu me sells? Genre, pourquoi tu essaies de me donner des arguments, me convaincre? Alors que si tu ne fais qu'être, finalement, que ce soit être la personne qui représente un produit, un service, ou être la personne à qui tu es en train, finalement, qui t'amène dans la relation, tu sais, quand tu es convaincu, quand tu es convaincant, j'ai peut-être un petit bug en ce moment qui se passe à l'intérieur de moi. Cette séquence. Quand t'es convaincu, t'es convaincant. Ouais, fait que le français, de toute façon, tout le monde sait que c'est pas ma langue maternelle. Voilà, Seigneur. Et
On tourne ça le vendredi après-midi. Hein? Puis en plus, moi, en ce moment, contrairement à Guillaume, je suis même pas sous. Donc. Mais non, c'est ça. Fait que convaincant, convaincu, tic-tac-toe, vas-y, Guillaume. Tu sais que je suis irramenable dans ces moments-là. Oui, c'est ça. Est-ce que tu essayes, toi, de trouver la motivation de la personne? Je dis la motivation parce que souvent, moi, je pense qu'il y en a une, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus. Moi, j'ai cette prémisse-là qu'on achète principalement pour une grande motivation. Puis les autres sont très secondaires. C'est comme, ça, je peux me. Tu sais, ça, c'est pas tant nécessaire. Tu sais, c'est rare, je pense, qu'on a une longue liste de caractéristiques ou de choses qu'il faut que ça coche. Tu sais. Est-ce que tu essaies de trouver cette motivation principale-là quand tu fais quelque chose? Définitivement, oui. Puis je vais même essayer de trouver c'est laquelle des motivations qui est la plus collée à l'identité de la personne. Même si tu achètes un produit ou un service, in the end, quand tu creuses beaucoup, 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 il y a toujours la personne qu'on veut être à travers ça. Ouais. Quand tu t'achètes un nouveau char, oui, c'est pour la performance, oui, c'est pour ci, oui, c'est pour ça, mais c'est pour qui tu sais que t'es parce que tu as ce char-là. Ouais. Tu sais, on a tous déjà fait ça, mettons, tu l'as fait, je l'ai fait. Ouais. On s'achète un programme de coaching, on se paye un mentor ou whatever, puis là, hey, tu mets 20 000 dans ta croissance personnelle. Comment tu te sens? C'est pas juste que tu t'en vas apprendre, c'est hey, wow, je suis rendu à un point où je me treat, je me fais ce cadeau-là. Ouais. Donc, j'estime la valeur de ce que je suis rendu à ce point-là de ma vie à tel montant. Tu sais, il y a beaucoup d'identitaires là-dedans. Avec quelqu'un qui veut acheter une nouvelle piscine, il veut pas juste une nouvelle piscine pour ses enfants. Ouais. Il veut se sentir comme, mettons, le père de famille qui donne accès à ses enfants à une vie meilleure. Ouais. Il y a toujours quelque chose d'identitaire. Toi, c'est comment tu isoles cette... Tu le fais-tu, ça? En fait, oui, définitivement. Puis c'est ce que je disais cette semaine à une équipe de vente là, que j'accompagne. Puis je disais, tu sais, vous posez plein de questions. Puis là, parce que j'avais écouté une couple de calls. Mais on dirait que vous posez des questions pour les cocher comme, OK, j'ai posé cette question-là, j'ai posé cette question-là. Mais il y a plein de portes grandes ouvertes que vous ne prenez pas. Fait que, tu sais, mettons, on va résumer ça. C'est un programme d'accompagnement qui aide à avoir une vie meilleure. C'est même pas important de savoir c'est quoi le programme d'accompagnement, c'est dans quel domaine. Mais mettons, il y a une cliente qui parle qu'elle fait quelque chose qui est un comportement qui, en ce moment, parce qu'elle ne peut pas vraiment se le permettre, elle en a un peu honte, OK? Puis la closeuse, on va dire, ou la personne qui vend, OK, puis elle passe à d'autres choses. Là, je fais comme, mais tu réalises pas que cette personne-là, si tu grattes un petit peu, peut-être que finalement, c'est une passion qu'elle a. Mais parce qu'elle ne peut pas se le permettre, elle en a honte. Mais si tu grattes un peu, peut-être qu'elle va faire affaire avec toi pour pouvoir se laisser aller dans sa passion dans le futur. Une autre, c'était parce qu'elle veut rester avec ses enfants à la maison. Ton accompagnement, c'est la clé pour l'aider à rester à la maison avec ses enfants. Puis c'est ça qui est important. On s'en fout de l'accompagnement. Son rêve, ton accompagnement va lui permettre d'atteindre son rêve. On en est convaincu, on a fait on a servi suffisamment de gens, on sait que ça va marcher. Donc, parle-y de ça. Puis quand tu y parles, écoute, dans 6 mois, quand on va avoir fini de travailler ensemble, rappelle-y qu'elle va pouvoir être à la maison, puis que ça va faire du sens pour elle, puis que ton accompagnement va lui permettre de vivre ce rêve-là, de travailler de la maison. Fait que, moi, je trouve que il y a beaucoup d'écoute dans la vente, puis de curiosité. Et plus, je suis 100% d'accord avec toi, mais sais-tu quoi? Plus j'évolue, plus je me tiens avec toi aussi, plus j'avance en business, plus j'ai un peu une espèce d'écœur en titre de la vente. Puis au moment où on se parle, c'est drôle, hein, mais je me considère comme un moins bon vendeur qu'il y a de cela 1 an, 2 ans, quoi que ce soit, parce que j'ai plus de patience. Puis, tu sais, imagine, là, ça fait... toi, tu vends des pelles, OK? Une pelle, ça fait quoi? Ça tasse de la neige du point A au point B. Imagine, ça fait 20 000 pelles que tu vends depuis 15 ans. Puis quelqu'un au téléphone, il est comme « Ouais, mais ta pelle, elle rouille-tu? Ouais, mais ta pelle, es-tu ergonomique? » T'as le goût de répondre. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Fait que moi, j'ai pu cette espèce de patience-là, d'empathie-là. Puis c'est pas pour rien en ce moment qu'on a un vendeur, visiblement. C'est pour qu'il aide la business qui est meilleur que moi, finalement. Parce que aussi, je me suis rendu compte que le marketing devrait être vraiment optimisé
sais, parce que techniquement, mettons qu'il y a zéro marketing, là, c'est que tu t'en vas taper sur l'épaule d'un inconnu dans un lieu public, tu lui dis bonjour, j'aimerais me présenter, j'aimerais apprendre à te connaître, j'aimerais peut-être t'identifier si jamais, hey, tu pars de zéro, là. Ouais. Bonne chance pour closer à la vente, tu sais. Ouais. Tandis que si tu as un marketing de, tu sais, quelqu'un aujourd'hui arrive sur mes réseaux sociaux, il fait comme, bon, OK, 1000 témoignages par là, 15 ans d'expérience par là, des vidéos partout, des conférences partout, tu sais. Je veux plus avoir à convaincre. Ouais. Fait que c'est plate la vente à un certain stade. Donc, puis même, justement, ça, je m'en suis rendu compte aussi récemment, même si c'est tellement banal. Combien de fois, récemment, toi puis moi, on a acheté des affaires et on ne se l'est même pas fait vendre? T'as commandé de quoi sur Amazon, là? Ouais. Tu t'es pas fait vendre rien par un vendeur. T'es allé au Canadian Tire t'acheter une bouilloire. Tu l'as pas fait vendre. Tu sais, c'est. Puis là, je te donne pas des exemples réels. Tu as identifié, de force, il y a une identification du besoin, puis trouver une solution pour combler ce besoin-là. Puis plus ça va, plus justement de réussir à bien cibler son audience, aller passer les bons messages aux bons endroits, peuvent faire la job. Là. Ouais. Tu sais, vendre, closer, etc., convaincre, objection, tu sais, c'est intéressant. Mais si. Tu sais, moi, j'ai bien plus le goût que ma façon de contrer les objections. Puis c'est un de mes amis, Louis-Pierre, partageait ça à nos clients, justement. Il disait si tu es rendu à être obligé de contrer les objections, c'est parce que tu as mal amené le frame avant. Ouais. C'est si la personne elle rentre puis elle est comme ouais, mais ça marche-tu vraiment? C'est parce que tu n'as pas démontré la preuve que ça marchait vraiment upfront, avant de commencer. Ben, puis, encore une fois, moi, je reviens toujours à ce point-là. Si, mettons, je rencontre. OK, mettons que j'aurais à vendre, allons-y pour un service, de vidéo comme les gars ici. Puis que je m'en vais dans un événement, puis salut, je m'appelle Guillaume, puis moi, dans le fond, je fais de la vidéo dans la vie. Toi, qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi ça un peu ton histoire. Ah, ouais, crime. Puis là, ça fait longtemps que tu fais ça? Toi, ça t'arrive-tu souvent de créer du contenu ou t'as jamais fait ça? Puis là, graduellement, je poserais plein de questions qui feraient en sorte que moi, dans ma tête, ce que je fais, c'est je m'intéresse vraiment à cette personne-là, puis je suis en train de me dire, c'est-tu une personne potentielle à peut-être faire quelque chose pour venir en studio pour faire notre vidéo? Puis là, arrivé à un point où, ah, crime, t'as jamais fait ça? Puis t'as-tu déjà vu du monde qui en font, tu sais, dans ton domaine? Tout ça? Hein, il y a personne qui en fait dans ton domaine, t'imagines-tu? Tu sais, ce serait peut-être un avantage compétitif. T'aimerais-tu ça venir l'essayer une fois en studio? Je pourrais t'offrir 1 heure, mettons, puis on pourrait tester, voir comment tu te sens devant la caméra, puis tout ça. Puis après ça, on verra, tu sais. Genre, je viens de vendre, puis probablement que ce client-là peut devenir un client qui va me payer mois après, si quand il vient en studio, ça va bien, puis je le coach, puis je l'accompagne. Mais j'ai pas fait de vente. Ben, j'ai vendu. Mais je me suis intéressé à une personne, j'ai évalué ses besoins, puis je l'ai amené à passer à une prochaine étape de sa vie qui est alignée avec ses intentions. Mais l'art de poser ces bonnes questions-là, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que les gens ont juste naturellement ou non pas, ou ça se travaille, puis avec le temps, tu te rends compte de quelles questions ont quel impact? Je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement meilleurs, mais moi, je pense que ça revient à avoir l'empathie puis du réel intérêt. Si tu as un réel intérêt, tu sais, imagine, mettons, là, que la personne, c'est comme ça, je pense que je le verrais, que si, mettons, moi, j'aime beaucoup The Rock, je trouve que c'est un homme qui accomplit tellement, puis j'aurais tellement beaucoup de questions à lui poser. Pas pour y vendre, juste parce que je veux plein de questions à lui poser. Mais ton prospect, si tu le vois un peu de la même façon, puis tu te dis, crime, j'aimerais vraiment ça, connaître son histoire, puis qu'est-ce qui l'a amené ici, puis tout ça, puis tu as un réel intérêt pour la personne, naturellement, tu vas découvrir plein d'affaires. C'est juste de pas, tu sais, à chaque réponse, faut que tu les considères puis tu évalues par rapport à ton offre, comment tu peux l'aider. Puis si tu te rends compte après une couple de questions que tu peux pas nécessairement, est-ce que tu cut it short puis tu passes à un autre appel ou tu continues de t'intéresser mais différemment? Ou... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre constamment, nous autres, qui ne sont pas qualifiés pour être nos clients nécessairement de par leur situation. Est-ce que tu es genre ah bon, ben c'est intéressant, mais crime, ben, je pense que finalement, on ne pourra pas faire affaire ensemble puis goodbye? Ou, tu sais? Ça dépend des contextes, mais c'est sûr que, mettons, souvent, ce qui se produit maintenant, c'est que, mettons, recevoir un courriel ou un message sur les réseaux sociaux. Fait que moi, souvent, ça va être « Hey, Julie, ça va me faire plaisir de considérer de prendre un appel avec toi. Écoute, fais juste me faire un petit message vocal d'1 minute pour voir un peu c'est quoi ta situation et tes besoins, puis on va voir ensuite pour planifier un appel. » Puis là, si, mettons, en une... Tu sais, puis là, ça, c'est l'expérience, mais en 1 minute, tu sens la vibe, tu sens la situation, tu es capable, tu dois être pareil, là, tu sais. C'est pas long que tu entends l'histoire, tu fais comme OK, c'est probablement ça, puis ça, puis ça.
Puis là, rapidement, je peux soit relancer pour « Hey, j'ai juste une question supplémentaire », puis là, j'ai un autre message. Puis sinon, je book un appel. Puis si pendant l'appel, rapidement, je vois que je peux pas l'aider, je vais couper. Là. C'est sûr que pour répondre à ta question, je vais couper en disant « Écoute, pour vrai, je pense pas que ce soit... C'est intéressant le processus parce que toi, c'est envoie-moi un audio, je vais évaluer ça. Moi, j'envoie un formulaire de pré-qualif pour évaluer ça. Mais là, justement, grâce à mon formulaire, c'est quelqu'un d'autre que moi qui peut évaluer les réponses pour voir ensuite si ça vaut la peine d'aller sur le call. Quand tu amènes quelqu'un sur un appel, comment tu frames ça? Comment tu l'amènes? Qu'est-ce que tu dis pour amener quelqu'un sur un appel? Parce qu'à ça, tout le monde, on va aller sur un appel. C'est genre, ouais, tu vas me vendre de quoi? Comment tu fais pour que ça passe bien? Hey, je suis comme buggé. En fait, c'est que moi, la personne, elle vient sur l'appel clairement parce qu'elle sait qu'on va discuter de faire affaire ensemble ou pas. Je suis assez direct dans mon... Tu sais, puis encore une fois, c'est une question de contexte. C'est sûr que là, je te parle pas de quelqu'un que je développe, tu sais. Quelqu'un que je développerais la relation, on va dire, puis que moi, je voudrais vendre, mais que lui, il n'a rien demandé. C'est sûr que la raison pour laquelle je l'amènerais sur un appel, ce serait d'apprendre à se connaître ou de voir, tu sais, j'ai plein d'expérience dans tel domaine, puis j'ai vu ta situation, puis on a discuté un peu, peut-être par message vocal, puis je vais voir comment je pourrais peut-être t'aider. Puis là, ben, c'est sûr que je vais donner des pistes de solutions. Puis à la fin, je vais dire, by the way, si tu veux qu'on exécute ce plan-là ou whatever, on pourrait continuer ensemble. C'est intéressant. Ça veut dire que tu donnes une partie de la solution lors de l'appel. Fait que tu apportes de la valeur, mais en même temps, tu montres à la personne que ça va être tough à exécuter tout seul. Fait que tu es comme un peu la solution. En fait, j'ai découvert que ça, c'est un problème qu'on s'auto-crée, mais je pense même pas que tu as besoin d'être stratégique parce que les gens. Écoute, je vais te donner l'exemple de l'intelligence artificielle en ce moment. Je suis en train de créer des outils de malade. Puis là, il y en a plein de gens qui vont faire, mais comme, hey, tu crées des outils pour qu'il n'y ait plus besoin de toi. Moi, je pense qu'ils vont avoir encore plus besoin de moi. Parce que ils vont faire des meilleures réflexions, encore plus profondes, encore plus poussées. Fait qu'ils vont encore avoir plus besoin de conseils d'un humain pour prendre des bonnes décisions. Tu me comprends-tu? Donc, un conseil d'un humain pour prendre les bonnes décisions veut dire un humain qui a de l'expérience. Ouais. Fait qu'est-ce que tu penses à ce moment-là que les gens qui se lancent aujourd'hui puis qui n'ont pas cette expérience-là sont un peu à la merci, justement, de ceux qui en ont plus? Moi, je pense qu'il va toujours... Si on parle d'accompagnement, en fait, il va toujours... Allons-y avec l'accompagnement parce que l'expérience est plus adaptée. Il va toujours avoir des gens qui ont un chapitre en arrière de toi. Moi, j'ai commencé puis j'ai aidé les Kiro alors que j'étais un jeune marketeur qui faisait ce qu'il pouvait puis qui travaillait dans les banques à ce moment-là dans ma carrière. Je leur ai transmis ce que je pouvais, j'ai grandi avec eux, mais j'avais toujours un chapitre en avant d'eux autres, tu sais. Puis là, aujourd'hui, j'ai un chapitre dans certains domaines en avant de nos clients, mais dans bien des domaines, nos clients sont bien plus avancés que nous autres. Je pense que l'erreur que beaucoup font, c'est de charger des prix premium alors qu'ils n'ont pas encore l'expérience du premium. Tu sais. Ben oui, ils essayent d'attaquer ça. des niches en disant ça va être 2000, 3000, 4000, mais tu sais, ça fait 6 mois que tu es là-dedans. Là. Ouais, mais c'est ça. Là, tu vas dire, je suis pas capable de vendre, mettons. Ouais. Puis là, on va gratter juste un peu, mais on va faire ah, no shit, t'as de la misère à vendre. T'as pas d'expérience. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, vends moins cher, offre tes services, va chercher l'expérience, va chercher la conviction. Puis après ça, t'auras plus de problème à vendre. Tu vas avoir la conviction, tu vas avoir la preuve, tu vas avoir. Fait que, tu sais, je pense que c'est bien plus ça le problème de gens qui ont pas rien pour prouver ce qu'ils proposent. Mm-hmm. Fait que là, la vente devient difficile, mais c'est sûr, parce que si tu vends à quelqu'un, tu es en train de le fourrer, probablement. Ouais. Fait que tu veux pas fourrer du monde un après l'autre. Effectivement. Est-ce que tu considères, parce qu'il y a plusieurs CEO qui disent je suis la meilleure personne pour vendre, c'est ma business, c'est mon produit, je le connais par cœur. Mais cette croyance-là, évidemment, fait en sorte que tu es pris dans un rôle. Ça demande beaucoup de temps la vente, la prospection, etc. Fait que est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux PDG d'entreprises qui en ce moment sont encore en train de faire les ventes? Es-tu en train de me passer en entrevue? On dirait que je suis en train de passer en entrevue. Je vais te retourner des questions. Non, mais en fait, en ce moment, on a un Octo qui travaille avec nous autres qui est en train de me prouver hors de tout doute que je suis pas le meilleur vendeur de nous. Parce que, premièrement, il y a le recul qui fait en sorte que lui, il voit beaucoup plus de valeur en moi et toi que nous-mêmes, avec la plus grande introspection, on va s'admettre notre valeur. Tu comprends-tu mon point? Mm-hmm. Tu sais, on a beau
dire qu'on est bon, t'as beau penser que t'es le meilleur au monde. Non, mais je me vends mal, là, pour vrai, rendu à ce stade-ci. Là. Ouais. Pourquoi on devrait vous engager comme conférencier, M. Lemire? J'en ai fait beaucoup, puis je suis drôle. Genre, Ouais. tu sais, c'est pas bon, là, comme Ouais. vente. Là. Ouais, c'est ça. Encore une fois, moi, je retourne tout le temps ça sur les autres personnes, en posant plein de questions. Puis, regardez, qu'est-ce que vous voulez comme ambiance? T'sais, comme moi, mettons, voulez-vous quelque chose de drôle, léger, qui va lever votre salle ou plus qui va faire réfléchir, puis philosopher, puis aller en profondeur? Ah, vous voulez quelque chose de léger? Ah, j'ai pas le bon. T'sais, moi, ce sera pas ça ma conférence. Fait que, bref, mon point, c'est que si je reviens à Octo, il est en train de me prouver qu'il nous vend à des prix plus chers que je nous vendrais. Il nous vend mieux que je nous vendrais. Il démontre plus la valeur. Il dit des choses que je serais jamais capable de dire, mais qui sont vraies, mais que je serais jamais capable de dire par moi-même. Fait que moi, je pense pas que c'est vrai que le CEO ou c'est le meilleur représentant toujours. Tu penses ça, toi? Non, définitivement. Puis je pense même que la personne qui pense ça est en train de se nuire royalement parce que oui, par nécessité, ça se peut que tu fasses des ventes toi-même dans ta business pendant un certain temps, mais plus vite tu es capable de déléguer ça à quelqu'un qui idéalement va être à commission pour éviter les risques financiers associés à un nouveau poste. Il y en a beaucoup là, qui disent j'ai pas les moyens d'engager un vendeur. Ouais. Si tu as vraiment un bon produit, un bon service avec des marges qui sont correctes, engage à commission. Puis, tu sais, il y en a beaucoup des compagnies qui viennent placer des vendeurs. Là. Fait que, tu sais, c'est pas comme s'il fallait que tu prennes quelqu'un, tu le formes de A à Z. Tu sais, ça existe. Puis ça, ce qui est vraiment extraordinaire quand tu arrives là, c'est que une fois que tu arrives à systématiser ton marketing, puis après ça, tu arrives à mettre un ou des personnes qui font les ventes, ils rejoignent ton système, tu sais. Puis, tu sais, c'est une job à temps plein, les ventes, là. Fait que, tu sais, si toi, t'es le CEO ou peu importe ce que tu fais, là, je serais très surpris que ce soit la chose que tu vas prioriser au quotidien de faire tes ventes tout le temps. Parce que tu as mille et une autres choses à faire qui sont importantes, qui sont, etc. Puis encore là, ça dépend de ta business est basée sur quel modèle. Tu as besoin de combien de clients par mois pour vivre? Ouais. Si jamais ta business est basée sur 4 clients par mois puis I'm good, ça se peut que tu sois en mesure. Mais en même temps, le cycle de vente il est peut-être plus long. Parce que si c'est 4 clients par mois qui payent chacun 10 000, ben un client qui va te donner 10 000, ça se peut qu'il faut que tu le cruises pendant plus que 2 DM. Là, ça se peut que tu bâtisses une relation. Fait que là, il y a tout le cycle de vente. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui peut y accorder le temps nécessaire pour ne pas tourner coin rond. Parce que, tu sais, la vente, c'est un peu comme la réputation. Là. Ça se bâtit tranquillement, mais ça peut se perdre en une fraction de seconde. Tu dis la mauvaise affaire, tu poses la mauvaise question, tu envoies le mauvais signal, puis boum, tu viens de perdre soit la confiance, tu viens de perdre l'amabilité, tous les billets qu'on a parlé aussi dans le podcast sur l'influence de la persuasion. Tu sais, la job du marketing, c'est de t'envoyer des leads. Fait que, tu sais, imagine que c'est tout le temps toi qu'il faut qu'il fasse la vente. Ce que j'ai fait longtemps, puis c'est correct, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais si tu te fermes à l'idée de déléguer ça, ça veut dire que plus ton marketing va fonctionner, plus toi, tu vas être complètement overwhelmed de tous les leads qui rentrent. Tu vas te sentir coupable de probablement pas toutes les appeler. Tu vas perdre des opportunités, tu vas mal closer, tu vas faire des appels pas assez longs ou tu vas sauter des opportunités. Fait que, tu sais, alors que tu pourrais avoir quelqu'un qui est là à temps plein, qui est super bien payé, probablement à commission, s'il performe. Puis là, tu as tout ton système qui est en place. Puis là, tu as les leads qui rentrent, tu as quelqu'un qui gère les leads, tu as quelqu'un qui fait les ventes. Au pire, tu peux te garder au début juste le closing final avec les clients les plus qualifiés et tout ça. Puis après ça, tu peux te concentrer à augmenter les leads, améliorer ta vision, bâtir ton équipe, faire des stratégies plus complexes, innover. Tu sais. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, j'ai entendu ça récemment, là. Quelqu'un a dit « Ouais, mais moi, je close, mettons, à 75%, puis mon closer, il close juste à 50%. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? » Moi, je suis comme hey, « Tabarouette, alléluia. Ouais, laisse-y tout pareil, là, tu sais. » Ben là, ça, je prendrais une de tes... C'est-tu une de tes quotes, ça, qui dit... Probablement, si c'est inspirant. Non, mais... à 80% fait par quelqu'un d'autre, c'est mieux que 100% fait par soi-même. C'est une quote de moi qui vient de Dan Martel. OK! Ouais. Mais c'est ça, là? Ouais, c'est ça. Ben, ça, je trouve ça super... C'est vrai, en fait, c'est que à un moment donné, si tu fais 100% de tes ventes, tu as 100% de la responsabilité, de l'énergie, de tes ressources. Toutes tes ressources, c'est 100% aussi, alors que si tu as 80% du résultat avec quelqu'un d'autre, tu as 100% de tes ressources pour toi ou pour quelque chose d'autre. Tu sais. Faut que tu imagines que tu es en train de construire un avion. Puis pas un petit avion, là, le gros avion. Tu peux pas...
t'imaginer le bâtir en toi-même, allant installer les pièces, les roues, les ailes, la mécanique, l'électronique, la peinture. Tu peux pas, là. Tu sais, c'est trop fastidieux. Mais c'est sûr que là, si tu dis à tout le monde, garde, vous savez, c'est quoi un avion? OK, à go, on part. Toi, mécanique. Toi, peinture. Toi, tu vas être le pilote. Ben, ça se peut qu'à la fin, ton avion soit pas exactement dans les moindres détails ce que tu avais voulu. Ça se peut que la couleur des bancs soit pas exactement ce que tu avais voulu. Quelque chose, il va y avoir des détails en cours de route qui seront pas comme tu avais pensé. Mais l'affaire, c'est que tu as un résultat final quand même qui est un avion, puis tu l'as pas mal plus vite que si tu avais essayé de tout faire par toi-même avec perfectionnisme. Oui, définitivement. Fait que je pense que c'est important de réussir aussi à, en tant qu'entrepreneur, focusser sur le résultat final, mais s'enlever du chemin après ça. S'enlever du comment, le fameux to-do, les opérations, tu sais, parce que le monde qu'on engage aussi, idéalement, c'est du monde qui ont des compétences, là. Tu sais, oui, c'est le fun de faire moi-même le graphisme de telle affaire, mais si j'engage un graphiste, normalement, c'est parce qu'il est bon dans ce qu'il fait. Fait que même s'il ne fait pas exactement ce que je voulais ou de la manière que je le voulais, il y a un talent. Laissons les gens utiliser leur talent dans leur zone de génie, puis profitons de ça. Oui. Puis tu sais, souvent, ce qu'on va entendre par rapport à la vente, c'est « Ah, j'ai déjà engagé des vendeurs, puis ça ne marchait pas » ou « J'en ai, puis ils ne performent pas », puis tout ça. Mais comme un ingénieur ou un fiscaliste ou un architecte, ça va chercher des skills précis. La job de vente, c'est une compétence qu'on développe, puis c'est pas... moi, je pense qu'on n'attribue pas tout le mérite que les vendeurs doivent avoir. C'est une réelle compétence, une réelle carrière que tu développes à temps plein à travers des skills de communication, d'écoute, de poser les bonnes questions, de comprendre l'autre être humain. Puis, il y en a des humains qui arrivent avec ces forces-là à la base ou qui les ont développées à travers les années, puis il y en a plus qu'on pense. Puis souvent, moi maintenant, j'ai vraiment l'œil, là, tu sais, ça va être, des fois, ça peut être la serveuse au restaurant. Il y en a une qui sort du lot, puis qui a le plus de types que tout le monde, puis elle est joyeuse, c'est une lumière sur deux pattes que je dis souvent, mais elle, peut-être que c'est ta meilleure vendeuse, puis elle veut peut-être faire un changement de carrière. Des fois, c'est quelqu'un qui le fait depuis des années, mais mon point, c'est qu'il y a un profil de personne que c'est sûr que si tu parles à la personne que tu veux recruter, puis que déjà, il y a quelque chose d'un peu awkward au niveau du savoir-être. Elle parle pas beaucoup. Tu sais, puis elle fait des fautes d'orthographe en t'écrivant. Tu sais, il y a plein de signes là, que tu es comme si moi j'ai ce petit feeling-là, peut-être que mes prospects vont l'avoir aussi. Puis il y en a d'autres que crime, au contraire, tu leur parles, puis ils sont allumés, puis ils posent des bonnes questions, puis ils communiquent bien, puis tu sais, ils sont intelligents dans leur façon de communiquer. Ben, eux autres, ils ont déjà peut-être 80% du travail de fait. Il reste un 20% adapté à ton entreprise. Puis... Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'un vendeur qui rentre dans le business ne peut pas t'attendre à ce que ce soit un A-player le jour 1. Il faut qu'il ait l'expertise. Ben, c'est sûr qu'il y a l'expérience dans le domaine. Mettons, quelqu'un en construction, que ça fait 20 ans qu'il vend pour de la construction, ben, ça se peut qu'il soit meilleur. Fait qu'il y a des spécialisations aussi qui peuvent avoir une influence. Mais c'est à nous aussi, ou à quelqu'un de notre équipe, tout dépendant de la taille de la business, mais de chapeauter ces gens-là, de leur donner du feedback, d'écouter les appels de vente, de voir où est-ce qu'il y aurait des choses à modifier, de dire, regarde, là, justement, comme tu disais tantôt, tu as perdu une belle opportunité d'aller gratter plus profondément dans ce que cette personne-là te dit. Fait que, mais c'est avec de la rétroaction aussi qu'on s'améliore. Puis un A-player, par exemple, ce que je peux te dire, c'est qu'il sera peut-être pas full fonctionnel en partant, mais ça peut faire une méchante différence. Tu sais, une autre équipe, là, en ce moment, je travaille avec eux, la différence entre les deux vendeurs qu'il y a dans l'entreprise, c'est 10% versus 60% de closing. Puis ils ont les mêmes leads, la même... Le même lead, puis ils sont rentrés en même temps, toutes. Là. OK. Et c'est 6 fois, là. Fois 6. C'est incroyable. Puis comment t'expliques cette différence-là? Personne... Il y en a un qui ne parle pas français. Non, c'est la personnalité. OK. Pour être bien honnête, là, c'est juste une question. Dans le fond... Énergie ou personnalité? Ben, en fait, énergétiquement, déjà... On va dire, tu ouvres la caméra, parce que souvent, les vidéos, ça se fait en vidéo. Puis là, moi, je les accompagne par vidéo Zoom. Tu ouvres la caméra, instantanément, tu ressens l'énergie de la meilleure. Puis, après ça, quand elle se met à parler, tu es comme, oh shit, je me sens écouté quand elle parle. Tu sais, c'est... Puis ça, c'est juste du savoir-être, là.
C'est juste savoir-être. Puis c'est drôle parce que en termes de compétences, si je comparerais les deux, c'est la moins performante qui a le plus de compétences. Fait que moi, je pense vraiment que les... J'ai déjà entendu la quote que... là, elle va peut-être... J'espère que ça va bien être reçu, mais les personnes les plus intelligentes vont engager des belles personnes charismatiques pour vendre à toutes les autres. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais c'est pas la mienne. C'est toi qui l'as dit. Ah, c'est ça. Non, mais avoue qu'une fois que tu fais comme c'est dégueulasse, c'est pas tout à fait faux. J'étais tellement préparé à te dire d'avance c'est dégueulasse, peu importe ce que tu allais dire, qu'honnêtement, je t'ai pas écouté. Ah ouais? Ouais, recommence. Les personnes les plus intelligentes Ouais. engagent des belles personnes charismatiques pour vendre à tous les Je autres. voulais juste que tu le répètes. Ah, je suis tanné. On close ça, ce podcast-là. Je suis plus capable. Mais c'est parce que la beauté, ça fait vendre, on va se le dire. C'est normal. Là, dans un sens, l'humain est l'humain. On va pas aller changer l'humain quand même. Hein? Ouais. Non, mais tu sais, moi, je parle pas juste beauté top modèle. Là. Le point, c'est une belle personne dans son ensemble avec in and out. L'âme, genre. Ouais. Non, mais c'est vrai. J'ai perdu mon partenaire. Le charisme. Je suis rendu tout seul pour le reste du podcast. Pour le reste de ta vie. Et le charisme, je trouve ça le fun parce que des fois, on a des fourrés de même, puis ça rit en studio avec nous autres, mais ils vont enlever leur rire au montage. Fait qu'on a juste l'air de se craquer tout seul. On est vraiment drôle, dans le fond. Ben oui, c'est ça. On a des belles personnes qui vendent tous les autres. C'est devant le public, ce podcast-là. Je suis intelligent puis tu vends toutes les autres? Ou... T'es intelligent, moi, je suis beau. OK. Je pense que c'est ça qu'on avait convenu au début, que ce serait chacun nos forces, là, comme on disait dans l'épisode. Mais ouais, moi, ma force, elle est génétique. Hey, oui, wow, je suis tellement content. J'ai développé ça au fil de ma vie avec une croissance. C'est comme ça que j'ai fait. Oui, j'aimerais ça que tu nous dises aussi, c'est quoi les autres qualités d'un bon vendeur, selon toi? On a parlé de l'écoute. Ouais. La curiosité. Curiosité. L'empathie. La transparence. Je pense qu'à travers les années, je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, mais il n'y a rien comme dire à une personne, c'est quoi? Je pense vraiment qu'on peut faire X ensemble ou je pense vraiment que ça, c'est bon pour toi, mais je pense qu'il va falloir que tu fasses attention à ça, ça puis ça. T'sais, fait que moi, j'ai souvent dit en accompagnement, écoute, pour ça, je vais vraiment t'aider. Je suis convaincu que ça va faire ton affaire, mais pour vrai, avec notre discussion, il faut vraiment que tu fasses attention à ta discipline et à ton horaire. Oui. Ben de reconnaître, je pense que reconnaître ses propres limites est une force pour bâtir la confiance. Parce que si tu es là en mode ah ben oui, ça aussi, je peux t'aider. Ah, ça, facile, je peux t'aider. Ah, ça, évidemment, je mange ça pour déjeuner. Mais de dire à quelqu'un oh, ce que tu viens de me dire là, ben, mettons, un ancien client, super intéressant. C'est sûr que je peux t'aider au niveau de ton marketing par rapport à ça. C'est sûr que je peux t'aider à développer ta franchise par rapport à ouvrir un nouveau marché. Par contre, ce que tu me dis là, au niveau commerce international, puis tout, tabarouette, tu tombes en dehors de mon champ de compétences, pas à peu près. Là. Fait que de reconnaître ses faiblesses ou les limites du programme. Puis sais-tu quoi, ça même, on parle de vente, mais ça peut être fait d'avance avec la stratégie que ces temps-ci, tu sais, je partage ça à tous les clients. Puis ça fait vraiment une belle différence. C'est les 3 avatars. De dire, nous sommes incroyables pour donner des résultats de feu à ce type de personnes-là. Nous sommes aussi capables d'aider tel type de personne. Par contre, ça ne fonctionnera pas avec tel type de personne. Ouais. Fait que d'aider les gens à voir que nous reconnaissons nous-mêmes que ça ne fonctionne pas tout le temps avec tout le monde. Ça sort de l'espèce de vendeur de rêve ou de balayeuse qui est comme « Oh ouais, suis-moi, tu vas voir, moi t'arranges ça. » Exact. Parce qu'une fois que tu poses des questions, tu es curieux, tu écoutes vraiment, tu es empathique avec la situation. Il y a une autre chose que j'ai beaucoup parlé dernièrement, c'est et si on avait la discussion sans considérer l'argent? Ça, je fais ça, moi, des fois, dans les cadres. Ben, tu trouves pas que c'est une phrase de petit vendeur, de petit peddler? Non. De petit manipulateur, de petit crosseur? C'est pas comme ça. On le perd. Ouais, non, mais c'est pas comme ça, je le dis. Mais mettons, je vais arriver, moi, à la fin d'un appel, puis je vais dire, OK, là, pour vrai, on parlera pas d'argent tout de suite parce que ça va être une autre discussion. Mais si je te dis que c'est ça, là, le résultat, puis c'est ça qu'on ferait ensemble, est-ce que tu serais prêt à le faire? Oui. Là, souvent, tu vas avoir le oui, mais ça dépend c'est combien. Tu comprends? Ouais. Pourquoi tu ris de même? Parce que t'es un esti de bon vendeur, finalement. T'as l'air de bienveillance, tout ça. Il arrive, là, tac. Non!
Non, mais moi, je trouve que c'est juste une belle séquence d'avoir les discussions. Fait que là, tu dis à la personne, tu me dis oui ou non. Y a-tu quelque chose qui cloche avec ce qu'on l'offre ou ce que je te propose comme produit ou comme service? Tout est beau, parfait, t'as plus de questions. Génial. Maintenant, parlons de la fameuse argent. Puis là, c'est pas je te drop le prix puis j'espère que tu vas me dire oui. Non, c'est à quoi tu t'attends? C'est quoi ton budget? À combien tu t'étais dit je vais venir sur cet appel-là puis j'embarque? C'est donc bien intéressant parce que moi, j'ai toujours la question sur le budget avant d'aller sur l'appel. Parce que, imagine, OK, je te parle pendant 20 minutes, je te pose des questions, je t'écoute, je suis là pour toi. Wow, mon produit correspond vraiment à ton besoin, je vais t'aider, je le sais, j'ai la certitude, j'ai aidé 150 personnes dans ta situation. Tout est parfait. À la fin, c'est combien? Tac, pas d'argent pour ça. Ah, bon, ben, je comprends. Tandis que si tu préqualifies les gens avec un budget, puis, tu sais, moi, constamment, là, je réponds à quelqu'un, « Hey, salut, selon ton formulaire, la question sur le budget, tu as répondu, mettons, moins de tel montant. » Parce que la question sur le budget est super importante dans la façon dont elle est formulée. Moi, dans le formulaire, comment je la formule, c'est si vous aviez la certitude que je vais vous aider à atteindre le résultat voulu, quel budget seriez-vous prêt à investir? Puis si moi, je le sais que, par exemple, je suis en train de vendre de quoi à 8000, la personne, elle écrit moins de 1500 comme budget, ça veut dire que si, tu sais, exemple, tu as le cancer, OK? Puis je te dis, quel budget serais-tu prêt à investir si tu avais la certitude que ma nouvelle machine révolutionnaire va régler? Si la personne a écrit moins de 5000, ta machine, elle vaut 60 000, tu prends pas le temps d'avoir l'appel parce que même si la solution est là, ça le vaut pas aux yeux de la personne. Fait que tu peux pas avoir un client satisfait dans un scénario de même. Toi, est-ce que tu disqualifierais des gens comme ça ou tu prendrais quand même la peine d'aller tester puis voir si tu peux pas... Parce que tu fais quoi au téléphone quand la personne, finalement, après être convaincue, elle dit « j'ai pas l'argent ». Hey, ça m'arrive plus, on dirait. Là, j'essaie de chercher. Target juste des riches, c'est ça ton truc? Oui. Ah, non, ça, mais j'imagine que là, tu sais, probablement que les gens... Je sais pas. En fait, quand je pose quelques questions, moi qui ne sont pas un formulaire la plupart du temps, hein, mais que je pose quelques questions, souvent je vais bien le ressentir que, OK, là, clairement, ta problématique est le niveau de ton entreprise. En ce moment, je vais être bien honnête, je pense pas que je vais t'aider avec l'investissement que je vais te demander. Voici ce que je te propose à la place, puis je redirige vers des ressources. OK, puis le monde, mettons, qui font pas affaire avec toi, c'est quoi les raisons qu'ils te donnent? C'est quoi les excuses? Mettons. T'es-tu un sales call, puis la personne est comme « Ah ouais, mais je pense pas finalement » ou tu vis plus ça avec ton taux de closing de 120 %? En fait, c'est parce que là, tu sais, il faut vraiment que je... Tu sais, moi, c'est beaucoup du service. Puis c'est du service marketing. Il y a beaucoup d'expertise impliquée, tu sais. Fait que je vais y aller avec ça, là, c'est ça. Souvent, ça va être soit que c'est pas un bon timing, puis on va arriver à un bon consensus que... Tu sais, puis même moi, je vais souvent dire, écoute, en ce moment, avec tes revenus, puis ce que tu veux faire comme plan, il est peut-être trop tard dans ta campagne marketing. Donc là, on va être trop serré. Là, la personne va être d'accord avec ça. C'est un budget qui est probablement trop élevé par rapport à ce que tu pensais. Puis là, moi, je sais très bien que je l'ai fait par le passé. Là, la personne a dit « Ah, je suis capable, tu sais, je vais... » Puis là, finalement, tu vas juste te retrouver 3 mois après que tu n'as pas eu le temps de faire ce que tu voulais faire. Tu as chargé le prix. Bref, c'est pas le fun pour personne. Mais mon point, c'est il faut que tu aies la vraie raison. Puis que les deux ensemble, vous fassiez comme « OK, c'est bon, je suis d'accord. » C'est peut-être pas le bon moment ou c'est peut-être pas l'argent est peut-être pas là en ce moment. Tu sais, c'est pas un combat de je le sais que tu l'as l'argent, donne-moi là parce que je le sais que je vais pouvoir t'aider. Moi, c'est pas de même que je le vois pas en tout. C'est plus un consensus de OK, une question à la fois, on arrive au consensus que OK, peut-être que c'est vrai, c'est peut-être pas le bon moment. Ou crime, je suis convaincu que c'est le bon moment. Pour vrai, je vois pas de raison pourquoi tu n'embarquerais pas avec moi. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui se dit « OK, c'est le bon moment, ça a l'air malade, mais comme aïe aïe, 12 000, aïe aïe, 20 000, je pensais pas, tu sais, j'avais pas vraiment prévu mettre cet argent-là, mais toi, tu sais que tu peux l'aider, tu sais que tu as la solution, tu sais que tu as des preuves que ce que tu fais, c'est bon. Tu lâches-tu le morceau? Tu sais, le monde qui dit « Je vais y penser ». C'est quoi avec les penseux? Ben, mettons, si tout au long... Allons-y avec un exemple d'accompagnement, encore une fois, parce que c'est vraiment ce que je vis le plus depuis toujours. Mais si tout au long de l'appel, on a placé les éléments de discussion,
moi, c'est sûr que je vais avoir plugué à une couple de reprises. Écoute, une fois qu'on met ça en place, probablement qu'on peut avoir tel ou tel ou tel résultat. Là, je donne un frame, tu sais. Fait que c'est sûr que si je dis, écoute, je pense qu'on peut générer un 10, un 15 ou un 20 peut-être par mois, 1000, exemple, ou je pense que ça sur un... Tu sais, au début, ça va peut-être être plus tough. On va placer ça pendant 4 mois. Après ça, 6 mois, 8 mois, 12 mois, d'après moi, là, on va vraiment avoir quelque chose de sharp qui va te rapporter un pas pire montant. Si on respecte les leads, tu sais, fait que là, il y a toute une expertise derrière. Fait que là, la personne, à la fin, elle peut pas dire « Ah, je pensais que c'était 250$ par mois. » Non, je viens de tout t'expliquer qu'on allait, tu sais. Fait que je l'ai plus, ça, c'était « Ah, c'est trop cher. » C'est plus « OK, je veux vraiment, mais... je te reviens dans 2-3 mois, je vais mettre je vais placer mes affaires. Puis ça, moi, je suis bien à l'aise avec ça. OK, mais je vais te challenger. Tu vends du retour sur investissement direct. Il y a une pièce qui rentre, il y a 3 pièces qui sortent. Genre, tu sais, quelqu'un qui vend de la santé, quelqu'un qui vend du mieux-être, quelqu'un qui vend de la poterie. Tu sais, comment tu, à ce moment-là, négocie ou deal ou parle des restrictions par rapport à l'argent, tu sais, des oppositions par rapport à l'argent? La poterie, je serais pas capable de t'aider. Non? À mon avis, ce serait bien plus un move marketing qu'un move de qu'un closing? move de closing. Ouais. Okay. Parce que je vendrais, bref, j'irais vraiment démontrer l'expérience derrière, les bénéfices multiples qui peuvent être émotionnels, identitaires, expérientiels, etc. Puis bref, j'irais dans ce... C'est parce qu'on parle beaucoup trop de la poterie. Ouais, c'est ça. Mais mettons, le mieux-être, ce serait probablement une discussion on appelle ça en copywriting, la dimensionnalisation des bénéfices. C'est-à-dire d'aller chercher les bénéfices secondaires et les bénéfices tertiaires. Fait que, tu sais, dans le fond, la personne a dit qu'elle veut perdre son 10 livres, mettons. Mais en fait, elle veut peut-être pas tant perdre son 10 livres comme elle veut se sentir beaucoup moins essoufflée quand elle s'attache les souliers. Elle veut se lever le matin énergisée. Elle veut plus jouer avec ses enfants. Elle veut vivre plus longtemps. Elle veut avoir une belle retraite. Elle veut voyager puis marcher beaucoup. Tu comprends? Puis il y a tout des bénéfices secondaires et tertiaires que je sais que tu utilises aussi beaucoup. Donc, c'est de ça que je parlerais beaucoup plus en posant plein de fois la question « Pourquoi? » Parle-moi de ça. Comment tu vois ça? Puis là, je trouverais sa réelle motivation. Puis c'est comme ça, je prendrais la réelle motivation. Puis c'est avec ça que je connecterais mon produit ou mon service. Puis les décisions de genre, faut que j'en parle à mon conjoint, ma conjointe ou mon partner ou telle affaire. Ouais. T'étais comme go, vas-y, parle-en, reviens. Ou... Non. Non, puis c'est drôle parce que ça, c'est quelque chose que j'ai discuté aussi beaucoup dernièrement. En fait, j'essaierais de découvrir first, est-ce que tu es en train d'essayer de te sauver de la discussion ou de la décision en disant que tu vas en parler avec ton conjoint ou tu dois vraiment parler avec ton conjoint. Donc, si c'est je dois vraiment parler avec mon conjoint, moi, je serais comme, OK, parfait, écoute, je te propose, on va arrêter l'appel, puis on va se prendre un autre rendez-vous avec ton conjoint. Fait que comme ça va t'éviter, tu sais, pendant qu'il écoute la TV à soir, d'essayer d'y expliquer tout ce qu'on s'est expliqué, puis d'essayer d'y vendre l'idée, tu sais, parce que toi, on s'entend, tu veux travailler avec nous. Mais là, lui, il faut que tu y vendes l'idée, là. Fait que là, lui, il doit avoir plein de questions, des objections, puis il va dire, ben voyons donc, ça vaut ça. Regarde, on va y éviter ça. Je vais répondre à toutes ces questions. Puis tous ces doutes, on va tous les clarifier, puis vous pourrez en discuter après puis prendre votre décision. C'est ce que j'ai commencé à faire très, 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 très récemment, puis ça a fonctionné 1 sur 1 jusqu'à maintenant. Non. J'ai créé une vidéo dans laquelle, quand quelqu'un me dit qu'il faut que j'en parle à telle personne, je dis, ben, sais-tu quoi? Au lieu d'aller essayer d'expliquer dans tes mots ce qu'on vient de se dire à telle personne, puis de, à la limite, chercher, pas te rappeler de telle affaire, j'ai créé une vidéo que vous allez pouvoir écouter ensemble. Comme ça, vous allez les deux avoir accès à la même information. Toi, ça va te faire un super bon refresh, puis comme ça, tu vas pouvoir te sentir soutenu dans ta décision. Fait que là, je vais prendre la personne, puis je vais lui dire, maintenant, fais juste me dire à quel moment tu vas pouvoir écouter cette vidéo-là. La personne prend un engagement, ça va être jeudi après-midi. Excellent. Donc, je te recontacte jeudi soir pour avoir ton feedback là-dessus. Très bon. Et ça fonctionne. Levier média. 100% des cas de la fois où je m'en suis servi. Super intéressant. Parce que, tu sais, il y a des fois, en vente, c'est comme il y a comme une croyance populaire qu'il faut détruire les objections, tu sais. Alors qu'en fait, des fois, il y a des réels obstacles à la vente, là. Donc, le conjoint, ça se peut que tu prennes tes décisions d'investissement avec ton conjoint dans la vie.
Fait que là, je ne mettrai pas le poids sur tes épaules d'expliquer tout ce qu'on a discuté que tu ne comprenais pas vraiment avant de prendre l'appel, que je t'ai éclairé un petit peu. Puis là, toi, tu vas avoir le poids d'aller y vendre cette idée-là. Puis lui, tout ce qu'il veut, c'est garder son argent en bout de ligne. Tu sais, entre je comprends pas, on va investir de l'argent, ou je vais garder mon argent, il va toujours choisir de garder son argent. Bon vendeur, Guillaume. Ça va être vendeur dans ma compagnie. Trop fort. Fait que bref, c'est ça. Le point, c'est que si c'est une réelle objection, j'essaie de régler la réelle objection. Puis si c'est pas une réelle objection, ben je fais juste poser plus de questions pour que la personne, finalement, elle passe à d'autres choses. Tu sais. J'essaie de faire du volume aussi. OK. J'essaie de créer des canaux dans lesquels j'ai juste à faire un pitch une fois, mais il y a 300 personnes qui l'entendent. OK. Ou j'essaie d'afficher mon message quelque part où 5000 Ouais. personnes peuvent le voir. Parce que je trouve que la vente individuelle, ça a ses limites à un moment donné pour scaler au niveau Ah du oui. volume. Tu sais, c'est comme si chaque fois que tu veux, tu sais, pour qu'il y ait 40 appels qui se fassent dans le Ouais. business, probablement que ça te prend un vendeur de plus si tu veux rajouter un volume de 40 autres appels. Ouais. Fait que là, après ça, ton marketing doit ralentir parce que ton vendeur ne fournit pas. Tandis que si tu trouves des canaux dans lesquels tu peux Ouais. faire du one-to-many, Ouais. tu sais, c'est pour ça qu'exemple, moi, je vais faire une story avec un sondage, puis là, il y a 150 personnes qui cliquent sur une des options, mais là, en un seul message, je peux envoyer le monde ensuite dans une séquence de scripts, par exemple, qui vont faire en sorte que ça va découler en décision d'achat. Je suis d'accord. Je le fais aussi le plus possible. C'est pour ça que, tu sais, là, on parle beaucoup de vente, puis il y a des fois où je suis comme, mais crime, j'ai plus de référent, on dirait, parce que moi, je pousse le marketing, puis comme toi aussi, au maximum pour que la vente soit tellement genre, OK, t'es-tu prêt? T'es-tu prêt? C'est-tu le bon timing? T'as-tu l'argent disponible? Je peux-tu vraiment t'aider? Puis après ça, on prend une décision. Non, mais moi aussi, là, tu sais, je vais souvent, mettons, hey, mettons, si je fais un mastermind ou j'ai fait ça souvent par le passé. Hey, salut Steph, écoute, je suis en train de lancer un truc, c'est exactement pour toi. Si tu veux, j'ai une petite vidéo, ça prend 20 minutes à regarder. Je t'explique tout en long et en large qu'est-ce que c'est. Puis après ça, si tu veux, on prend un call pour voir si ça t'intéresse. Fait que là, dans le 20 minutes, je fais toutes les questions, le positionnement et tout ça. Sauf que ce que je découvre, par exemple, c'est que à travers des années à livrer des messages en vidéo puis à avoir fait tellement de calls que tu sais quoi dire dans la vidéo, tu sais. C'est ça. Puis c'est drôle parce qu'il y a une chose que j'ai achetée de toi dans le passé, là, qui était la fois qu'on est allé en retreat pendant 4 jours. Tu m'avais envoyé une vidéo, puis je l'ai écoutée. Puis je trouvais ça super intéressant. Puis j'ai acheté finalement, puis je suis allé là. Fait que, mais c'est vrai de comment bien framer cette vidéo-là, passer le bon message dans le bon ordre. Ça vient de l'expérience souvent associée à des milliers d'appels. Je dirais peut-être un petit mot de la fin. Un des éléments principaux en vente, c'est aie tellement de preuves que ce que tu dis, c'est vrai et ça marche, que ça devient irréfutable. Parce que si la personne en face de toi a le moindre doute, tu sais, tu peux être le meilleur vendeur du monde, avoir les meilleurs arguments, être charismatique, avoir tout, mais à la fin de la journée, si la personne elle a un doute, ça va-tu vraiment m'aider? Ce détergent-là, va-tu vraiment enlever les taches? Est-ce que ce pompier-là va vraiment éteindre le feu? Pour tous ceux qui engagent des pompiers à domicile pour éteindre des feux, parce que même ça marche, on va dire, dans un système capitaliste. Mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que ce serait l'élément clé, selon moi, est le plus de preuves irréfutables possible que ce que tu dis, c'est vrai, ce que tu vends, ça marche. Toi, ce serait quoi ton dernier conseil sur la vente? Ben tiens, je vais y aller avec. Mais là, moi, j'ai... C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Alors, merci beaucoup. Je t'agace. En plus, le dernier épisode de la saison. Ah non, vas-y, parle. Oh, on est-tu nostalgique? Pas tant. En fait, je vais y aller avec si t'as pas les preuves, t'as pas l'expérience, parce qu'il y en a quand même beaucoup des gens qui débutent, tu sais, puis c'est correct de pas avoir une longue liste de preuves, d'expériences, de témoignages, puis tout ça. À ce moment-là, c'est soit que tu racontes ton histoire à toi au minimum de ce que toi, tu as vécu avec ton produit, avec ton service, avec ton offre, puis comment t'en es arrivé là, ou avec l'approche que tu as découvert. Puis sinon, fais essayer les gens. Tu sais, comme si je recule, moi, dans le temps, pour rentrer dans le marché chiropratique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait découvrir gratuitement mon expertise, qui était un chapitre en avant des chiros. Et de là est partie mon entreprise de gens qui faisaient comme « Ah, ben oui, je vais l'essayer, puis je vais le vivre, puis après ça, je prendrai la décision d'achat. » Fait que si t'as pas l'expérience, t'as pas les preuves, mais t'as un grand vouloir, puis t'es quand même convaincu que tu vas arriver à quelque chose, même si tu l'as jamais fait ou pas souvent, fais essayer les gens, puis après, ils prendront une décision une fois qu'ils t'auront rencontré. C'est tellement vrai. Il faut l'accepter au début. Là. Ben oui. Chaque fois, même avec 10 ans d'expérience, je lançais une nouvelle cohorte d'un nouveau service. Je ne l'avais pas testé. Là. Fait que j'allais faire un prix spécial de départ pour que les gens puissent l'essayer.
Ben oui. Un free trial, un free sample, un viens essayer un mois gratuit, des affaires de même. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que ça fonctionne, là. Un mois gratuit dans un gym ou whatever, tu sais, ça. Ben oui. Mettons qu'on déciderait, moi et toi, d'aller dans n'importe quelle niche. Là. Mettons qu'on décidait. Parce que mettons remplace le si, je pense. OK. Et tous nos auditeurs seront heureux. Oh. Ah non, c'est lourd, c'est moi-même, là. Ah, je me fermerais. Si j'étais toi, je m'aurais battu, ça fait longtemps. Si on décidait d'aller dans une nouvelle niche. Je suis capable. Je vais finir cette idée-là pour on close. J'espère. Okay, on close la saison, on close. Le podcast va peut-être revenir. On fait-tu une saison 4? On veut gérer vos attentes. Fait que on va faire une saison 4. Peut-être juste qu'il n'y aura pas d'épisode dedans. Ça va être la meilleure saison si jamais on en fait une. Donc, ton dernier point, Guillaume. Parce que là, en ce moment, il reste 2 auditeurs puis ils sont écœurés. Ils ont hâte de retourner à leur vie. Si jamais on est dans une nouvelle niche, qu'on n'a aucune expérience ni l'un ni l'autre, la première chose qu'on ferait, c'est qu'on dirait, OK, toute l'expérience qu'on a acquis jusqu'à maintenant, comment on fait pour l'appliquer dans cette nouvelle niche-là? Et pour le découvrir, on va aller chercher des gens puis on va essayer. On va leur offrir des appels gratuits, on va faire un événement gratuit, on va faire quelque chose... Bref, pour tester nous-mêmes nos compétences, puis que les gens testent nos compétences, puis qu'ils décident après, ces gars-là, dans cette nouvelle niche-là, sont-ils assez compétents pour faire affaire avec eux? Fait que, même après toutes les années qu'on fait affaire ensemble, encore aujourd'hui, on retesterait au début, puis on ferait faire des essais. Tout à fait. Guillaume Bareil, merci tellement d'avoir été avec moi pour cette saison 3 du Life Mastery Podcast. C'était insane, c'était le fun, c'était drôle. Il y a 15 minutes dans un des épisodes que c'était pertinent. Mais plus sérieusement, à vous, chers auditeurs et chères auditrices, qui regardez notre podcast assidûment, qui évidemment avez votre vie complètement changée, révolutionnée, transformée depuis le début. Merci d'être avec nous. Merci d'être fidèle au poste. Et merci aussi parce qu'on voit énormément de personnes le partager sur les réseaux sociaux. On voit vos stories, on voit que vous nous identifiez et vous seriez surpris à quel point ça fait une différence parce que nous, on demande constamment aux gens « Hey, d'où est-ce que vous nous avez découvert? Pourquoi vous êtes abonnés? » Et il y a plusieurs personnes qui nous répondent « Hey, c'est un de mes amis qui a partagé votre podcast, tout ça. » Alors, vous pensez peut-être que ça n'a pas d'impact, mais ça a un énorme impact. Ouais. Alors, merci sincèrement de nous encourager, de laisser une évaluation 5 étoiles et d'en parler autour de vous, que ce soit post, story, Telegram chanté, Pigeon Voyageur aussi. Guillaume, je vais te laisser mieux finir et on va se revoir dans la saison 4, peut-être. C'était parfait. C'était un préambule parfait pour une possible saison 4. Est-ce que tu penses qu'on va en faire une ou pas? Je pense qu'on va faire une saison 4 pour la simple et bonne raison qu'à l'épisode 1 de la saison 1, on a dit qu'on aurait des invités. OK. Puis il faut quand même souligner notre invité qu'on a eu. On a eu Mike Baudouin, épisode 2 de la saison 3. En fait, lui, il méritait une saison complète. C'est pour ça, dans le fond. Exactement. Ben, ça a été notre highlight, dans le fond, le premier épisode où on parlait moins. Fait que là, enfin, les gens sont comme contents, il y a du contenu. Ouais. Mais ouais. Donc, peut-être que dans la saison 4, on aura des invités ou pas. C'est vrai. Parce que l'affaire avec les invités, c'est que des fois, t'es book, puis finalement, ils viennent pas. Des fois, c'est plus compliqué. Ils veulent d'autres journées. Mais moi, honnêtement, de façon bien transparente, je suis un peu écœuré de t'entendre. Puis encore plus que ça, je suis écœuré de m'entendre. Okay. Je ne suis plus capable de moi. Alors, j'espère qu'on va avoir des invités pour venir meubler et espérons réussir à me faire fermer la gueule un peu une fois de temps en temps. Ouais. Non, mais j'ai une idée. On fera la saison 4 juste avec moi. Je suis pas contre, honnêtement. Puis c'est ce qui fait de moi un CEO pendant que Guillaume est mon pion que je déplace sur l'échiquier du succès. Sur ça, les amis, on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Puis celui qui nous a laissé un 4 étoiles, on te cherche. Yeah. On te cherche encore. Les autres, merci. Puis toi, 4 étoiles, bye.